J'entre à pas lents pour ne rien déranger. Ici, la lumière connaît les prénoms et les fenêtres parlent bas. Je viens regarder et surtout écouter. Les visages portent des saisons. Parfois, je garde toute la couleur. Un pull rouge, un regard bleu, une robe qui a traversé des étés. Parfois, j'enlève la peinture et je ne garde que la lumière. Le noir et blanc dit mieux la douceur des mains. Ce film n'est pas une preuve, c'est un merci. Merci aux résidents, aux familles, aux soignants qui gardent la flamme quand le vent souffle. Je poserai des questions simples et je laisserai des silences répondre. Les visages du temps, portraits, mains, mémoire. En couleur quand la vie insiste, en noir et blanc quand le cœur chuchote. On commence. Certaines personnes parlent comme elles vivent, sans détour, avec des blessures, des élans, des souvenirs qui débordent parfois un peu, mais toujours avec sincérité. Mireille, que tout le monde appelle Mimi, a 75 ans. Elle a travaillé comme femme d'ouvrage. Pas longtemps, la vie l'a arrêtée plus tôt que prévu. Elle n'a jamais été mariée. Je suis toujours célibataire, dit-elle simplement. J'étais femme d'ouvrage pendant 7 mois. Oui, parce que je suis devenue handicapée après. Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Toujours célibataire, mais j'ai des amis. Le chanteur Frédéric François. C'est mon ami, mais sa famille aussi. J'ai été chez eux pendant bien des années. Maintenant, je ne sais plus y aller vu il s'est fait construire une villa et sa villa est hantée, donc je ne sais plus aller là. Je l'aime bien de toutes les façons. Mais elle ajoute aussitôt qu'elle a des amis. Et parmi eux, un nom revient avec une affection intacte. Frédéric François. Chez Mimi, la musique n'est pas un décor, c'est un refuge. Elle raconte les concerts, les voyages, les rencontres, les passages chez lui, chez sa famille. Elle aime les anciens chanteurs qu'elle aime suivre avec fidélité. Les chansons modernes, elle n'y croit pas trop. Maintenant, il crie plus qu'il ne chante, dit-elle presque en riant. 56 ans. Non, j'habitais à Uzy, mais je prenais le train pour aller juste Tiller à ce moment-là. Non, je l'ai rencontré dans un thé dansant à Verviers et il était venu avec son papa et sa sœur et on a fait connaissance et avec ça, ils m'ont invité à Tiller et je suis devenue de leur famille après. J'ai toujours, quand je sais aller au concert, j'y vais, mais pour le moment, vu que je suis en maison de repos, c'est très difficile parce que mon administrateur n'a pas d'argent et comme j'ai fait une grosse commande au mois de décembre, il faut que je la rembourse. Luigi, Elvire, ce sont les chanteurs du genre de Frédéric François que j'aime bien. Les anciens chanteurs. J'ai été à Lourdes, j'ai suivi des chanteurs. Crazy Horse, j'ai suivi. J'allais au concert. J'allais au concert avec ma copine et sa maman. Et puis j'ai aussi suivi Valdo Silly, mais lui, il n'était pas tellement connu. Oui, mais des anciens, pas des nouveaux. Oh non, je trouve qu'il ne chante pas bien, et puis c'est pas chanter qu'il faut, c'est crier. Pas grand-chose. C'est-à-dire que dans ma vie, au début, j'étais très malheureuse à cause de mes parents. Parce que mon père me battait. À part ma maman, je mets de côté parce qu'elle s'est bien occupée de moi, mais mon père me battait tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai dû partir de chez moi
et aller vivre avec ma copine et ses parents à ce moment-là, parce qu'elle avait toujours ses deux parents et je vivais avec eux. Quand j'étais avec ma copine et ses parents, oui, c'était ensoleillé. Et puis alors, j'allais aussi chez Frédéric, chez les parents de Frédéric, 2 fois la semaine. Ah oui. Là, c'était vraiment le bonheur. Il est très gentil. Je suis sa Mimi. Mais derrière cette passion, il y a aussi une autre histoire, une enfance difficile. Mimi raconte un père violent, les coups, la peur et puis le départ. Un jour, elle quitte la maison pour aller vivre chez une amie et les parents de celle-ci. Et là, quelque chose change. Elle découvre une autre forme de vie, de chaleur, de douceur aussi. Elle parle de cette période comme d'un bonheur retrouvé. Des moments passés chez sa copine, mais aussi chez les parents de Frédéric François, où elle allait plusieurs fois par semaine. Là, c'était vraiment le bonheur, dit-elle. Et cette phrase suffit presque à raconter toute une existence. Mimi parle avec spontanéité, les souvenirs arrivent comme ils viennent, sans filtre, avec cette manière très personnelle de mêler la douleur, les chansons, les visages aimés et les moments heureux. Raoul parle comme certains vivent, sans détour. Les phrases tombent simplement, parfois brutalement, mais toujours avec une forme de vérité nue. Il a été cuisinier. 400 couverts tous les jours, dit-il, presque comme on parlerait d'un chantier ou d'une route qu'on connaît par cœur. Il a élevé 4 garçons, des métiers manuels, du travail concret. Plombier zingueur, couvreur, horeca. 4 garçons. Un qui est plombier zingueur, l'autre qui est couvreur, couvreur. Un qui travaille à un café comme fait les salades. Et le dernier, c'était une balle à la figure. Chef de cuisine aux heures claires à 400 couverts. C'est le régime, hein. C'est tout le régime. Ils ont une carte, je suis plein de régime et je dois faire le menu. Moi, je suis en moto. En moto? Puis je vais les Alfa Romeo. Non, je roulais dans les bois. Motoberts. Malmé, Diaco, Polleur. On étudiait tous les petits chemins. On étudiait les petits chemins. Et puis, il y a cette phrase qui coupe tout à coup le souffle. Le dernier, il s'est tiré une balle dans la figure. Chez Raoul, la douleur n'est jamais mise en scène. Elle arrive d'un bloc, comme un fait qu'on porte depuis longtemps. Il parle aussi de motos, des routes autour de Malmedy, de Polleur, des petits chemins de la région. On imagine facilement les virages, le bruit du moteur, une certaine idée de la liberté. Oui, quand même. J'étais une fois des Brunswick. En France, je connaissais presque tout. La Provence, Brunswick, et puis l'Espagne, Benidorm. J'ai été 2 fois. À Benidorm, j'y retournais. Louer une voiture, on allait se promener dans la région. 2 de Raphaël, 1 d'Arnaud, 2 de Loïc. Les garçons et les filles, je ne sais pas. C'est souvent des garçons. La vie, de faire même sa gueule le plus possible. Je parle de trop. Ce que je dis trop, ce que je pense. Il a voyagé aussi, Dubrovnik, la Provence, Benidorm. Pas pour collectionner les destinations, mais pour voir du pays, découvrir les régions, avancer un peu plus loin. Aujourd'hui, il parle surtout avec l'expérience de quelqu'un qui a beaucoup vu. La vie m'a appris à fermer ma gueule le plus possible, dit-il avec un demi-sourire. Je parle trop, je dis trop ce que je pense. Et peut-être que c'est justement cela qui rend Raoul si touchant, cette manière de ne pas tricher avec les mots. Avec Astrid, les souvenirs arrivent comme des morceaux de musique ancienne. Parfois les phrases se mélangent, parfois elles s'échappent, puis reviennent d'un coup avec une image très précise. Un chien, un père militaire, une chanson, une rue, un éclat de guerre.
Elle a travaillé dans différents métiers, notamment dans le tissu et en cuisine. Elle parle aussi de musique avec un sourire discret. J'ai été cuisinière à la clinique Sainte-Élisabeth. J'ai travaillé un peu partout. D'ailleurs, c'était dans le tissu. Ce qu'on appelle ça, ma jurette, c'était pour tirer les fils qu'il y avait dans le tissu. J'étais déjà mis à la clinique. Bon, c'est tout ce que j'ai fait comme travail. Ah oui. Quoi donc? Tous les sports que j'aime bien, mais je n'en fais pas. Le football. Je jouais avec mes frères quand j'étais petite. C'était le standard, mais maintenant. Ah oui, ce que j'aimais bien, c'est danser. Pas acrobatique, mais le rock, comme on le dansait de autant. Toutes les valses, j'aimais bien. Ça, je faisais en arrière et en tournée comme ça. J'ai fait une fois un concours de twist. Comme quelque chose qui a toujours accompagné sa vie, même sans jamais vraiment la pratiquer. Astrid a voyagé un peu, l'Italie, la France, des souvenirs dispersés mais encore lumineux. Et puis il y a la guerre, toujours la guerre qui revient derrière certaines phrases. Son papa avait été prisonnier. Elle se souvient des militaires, des absences, des inquiétudes qu'on gardait pour soi. À cette époque, on avançait malgré tout. On continuait la vie comme on pouvait. J'étais deuxième. J'ai fait l'Italie. J'ai fait la Hollande, qui est tout près. Et puis la France, encore un autre pays. L'Espagne, encore un autre. Autriche, parce que mon copain était italien. Il était sicilien. Malheureusement, il est décédé il y a 5 ans. Oh, tout le temps. J'aime bien le jazz, j'aime bien ça, la musique, j'aime bien. J'aime bien les chansons qu'on entend tout le temps. Et puis encore quoi? Le jazz, oui. Michel Sardou. Et j'en ai plusieurs dans la tête, mais je ne sais pas. Toto Cutugno, oui. Mais tous les chansons italiennes, je les aime bien. Je comprends alors. Oh, tout me fait rire. Jamais de mauvaise humeur, c'est rare. Voilà, j'adorais danser, ça. Ça me manque. Quand je vois les autres qui dansent, c'est quelque chose. Déjà que j'ai connu la guerre. Et alors, les autres plaisirs, regardez. Dans la vie, on n'a pas toujours mauvais. Hein? J'avais 5 ans quand elle a commencé, 10 ans quand elle a fini. Donc, je comprenais tout. À 5 ans, je comprenais toujours déjà tout. Et mon papa était prisonnier au fort de Baptiste. Il a été en Allemagne. On est resté sans papa longtemps. Et maman avait, on était 5 enfants. Donc, elle nous a élevés les 5 ans de guerre, tout ça. Avec ma grand-mère, parce qu'on est allé chez ma grand-mère. Il y avait notre maison qui était à moitié bombardée, on était froidis. On n'avait plus de maison. Et comme on n'avait pas notre papa, maman est retournée chez ses parents, avec nous. Et on est resté toute la guerre, à Plaubière. Puis on est retourné à l'autre côté. Avec ça, je savais bien l'allemand et le patois, mais je ne le sais plus. Je le comprends toujours. J'oublie. Quelques mots parfois, mais j'ai oublié. Mais je parle italien. Ben oui, parce que mon compagnon il est mort il n'a que 5 ans. Donc, et je regarde toujours la TV italienne. Quand on vient chez moi, on me demande si je suis italienne. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Mais ce qui revient le plus souvent dans sa mémoire, presque tendrement, c'est ce chien. Un beau chien, dit-elle doucement. Un compagnon fidèle, presque un secret partagé entre elle et son père. Elle en parle comme d'une présence restée intacte quelque part dans son cœur. Ben, d'être tous ensemble, toute la famille ensemble. Ah oui, mais c'est loin ça.
Voilà, moi, on était cinq, je suis la seule qui reste au monde. Ils m'ont abandonné. C'est vrai. Et j'avais un beau chien. Beau chien. Un chien berger allemand, dressé avec pédigré. Et c'est mon papa et moi qui le dressaient. C'était une belle vie. Elle est toujours en photo dans ma chambre, je ne l'oublierai jamais. Pourtant, il y a des années. Voilà, mon papa était militaire encore, et son copain était militaire aussi. Ça fait le chien, on devait déménager parce que mon papa ne savait plus monter les escaliers. Et alors, il l'a donné à son copain qui était militaire. Seulement, il l'a donné au fort de Tancrémont. Et il y avait bien un an que je n'avais plus vu le chien en plus, mais je passe avec ma belle-sœur en Vespa, à Tancrémont, oui. Et j'ai dit, oh, je dis, c'est mon chien. Il a sauté la grande barrière, où j'étais adressée. Et tout de suite, vraiment, il ne me lâchait plus. Et le militaire, il a eu peur, parce qu'il ne savait pas que c'était mon chien. Bon, ça, c'est quelque chose que je ne vous dirai jamais. Ah oui, ça. Et j'ai été malade 6 mois. Et les parents travaillaient avec ma grand-mère à la maison. Alors je dis, le chien était dans sa cage derrière. Et ce mot était dit, il montait, il me mettait sur mon genou. Et il redescendait quand que tout le monde revenait. Je disais à ma grand-mère, descends vite le chien parce que s'il le voyait. Un secret. C'était un secret de nous deux. Et voilà. Je vous raconte presque tous mes souvenirs. Chez Astrid, les souvenirs ne suivent pas toujours une ligne droite. Ils apparaissent par fragments, comme de vieilles photographies qu'on retrouve dans une boîte oubliée. Et au milieu de tout cela, il reste une émotion très simple, celle d'avoir vécu. Francine a commencé à travailler à 12 ans, à l'usine, dans le textile. De notre temps, on n'avait pas le choix, dit-elle simplement. Plus tard, elle a repris des études pour devenir garde-malade. Elle a travaillé dans plusieurs homes, plusieurs institutions. Et certaines images ne l'ont jamais quittée. Des personnes attachées toute la journée sur des chaises percées, des patients oubliés dans leur souffrance. Un matin, en prenant son service à 4 heures, elle est remontée à l'étage et a trouvé 2 pensionnaires morts, encore attachés. C'était terrible, murmure-t-elle. J'ai commencé à l'usine à 12 ans, dans le textile, de notre temps. Ça pas l'école du travail. On n'avait pas le choix. Et puis alors, j'ai réétudié pour être garde-malade. Donc là, j'ai travaillé dans les homes. J'ai travaillé au Hêtre, et là, c'était catastrophique. Ben, si vous voulez, les patients qui étaient bien, on les mettait au rez-de-chaussée. Les patients à moitié bien, on les mettait au premier. Et alors, les personnes qui n'étaient pas vraiment bien, qui perdaient plus la tête, on les mettait au deuxième. Et il y avait des personnes qu'on devait attacher sur des chaises percées toute la journée avec une laisse en cuir. Là, c'était terrible. Parce que je faisais des mi-temps et un jour, je commençais à 4 heures. Je suis remontée et j'ai trouvé une patiente décédée sur sa chaise. Donc et on n'était pas bien payés du tout. Et puis de là, j'ai travaillé à Saint-Joseph, l'ancien Saint-Joseph. Et puis de là, j'ai travaillé à Andrimont. Et les personnes n'étaient pas attachées comme ça. Parce que c'est terrible quand vous commencez, que vous voyez des personnes attachées sur une chaise percée toute la journée. C'est inimaginable. Moi, j'avais décidé que quand je ne serais plus occupée de moi-même, j'avais été visiter avec mes 2 filles et on m'avait inscrit.
Et puis, ce qui est arrivé, je suis tombée. Et puis, j'ai resté 3 semaines à l'hôpital et puis on m'a amenée ici. Mais alors, quand vous venez ici au début, vous ne savez pas comment vous devez vous habiller. Vous ne savez pas si vous devez rester en pyjama, si vous devez vous habiller, on ne vous dit rien. Alors, de soi-même, on voit les autres et on comprend. Bon, sinon, le personnel est très gentil, est très poli. Et je vais dire, moi, je me sens bien. Oh oui, 3 fois. Mais avec mon premier mari, je suis restée mariée 20 ans et j'ai eu 7 enfants. Alors toute sa vie, elle a essayé d'apporter autre chose. Un peu de dignité, un peu d'attention, un peu d'humanité. Sa propre vie, elle le raconte sans détour non plus. 3 mariages, 7 enfants, des trahisons, des humiliations, des hommes qui n'ont pas toujours été à la hauteur de l'amour qu'elle donnait. Mais Francine a tenu debout, toujours. Même après les opérations, les douleurs, les handicaps, les séparations, même après avoir perdu un fils emporté par un cancer à 53 ans. J'avais 4 garçons et 3 filles. Et je travaillais en plus. Et puis mon mari, il emmenait ses petites copines à la maison. Donc, et à un moment donné, il y avait une de ses maîtresses qui était enceinte. Elle était malade. Elle me dit, on croirait bien qu'on est chez nous. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, voici un jour, elle n'est pas bien, mais elle avait déjà 2 enfants. Son premier mari, elle était veuve. Bon, elle vient, il monte dans la chambre à coucher dans la note, à un lit d'une personne. Je me dis, va faire dormir un enfant, hein? Mais non, c'était sa maîtresse qui dormait là. Et je me suis éveillée un jour, la nuit, j'entendais du bruit. Et forcément, je suis tombée. Et puis je vous dis, avant elle, il avait eu une maîtresse qui avait 16 ans de moins que lui. Mon mari, on lui raisonnait, bon Dieu, sa confession. Mais quand on vit avec, c'est pas la même chose. Et puis je restais 20 ans avant d'être divorcée. Je me suis remariée avec un monsieur aveugle. Lui, ça allait, malgré son handicap. Et il m'aidait à faire le ménage et tout ça. Et il faisait même à manger, il m'apportait mon café au lit. Et puis alors, comme j'habitais au 2e étage, et il fallait aller faire des courses pour remonter, moi je ne savais pas, j'avais une prothèse dans le genou. Et il dit, ça ne t'intéresserait pas que Juliette conduise faire les courses? Ben, je dis, si, c'est plus facile en voiture qu'en bus. Et mon voisin vient, il lui dit, comment est-ce que tu trouves ma femme? C'est pas une nette femme qui lui dit. Ben écoute, dis-tu, si je voudrais bien que tu la conduirais faire les courses, mais tu ne veux pas coucher avec elle. Alors là, j'ai eu la honte de ma vie. Il m'a déshabillée dans le salon. Il m'a mis vraiment nue. Je me suis sauvée dans la chambre à coucher. J'ai été me rhabiller. J'ai pris un sac et j'ai dit à Julien, tu me conduis chez ma fille. Et j'avais rencontré quelqu'un en clinique qui était en chaise roulante. Et la personne était tombée et je l'ai aidée. Et puis on s'est bien entendu. On s'est mis en ménage ensemble. Là, tant qu'on n'était pas mariés, ça allait très bien. Mais une fois que j'étais mariée, alors c'était des méchancetés, son méchanceté. Il avait 23 ans de moins que moi et il me prenait pour sa mère ou pour sa servante. Je suis venue au monde, je ne sais pas pourquoi, pour souffrir. J'ai mes enfants, je suis ici, j'ai mes 3 filles qui viennent,
J'ai un de mes fils qui habite à Liège. J'en ai un qui habite ici plus haut. Il vient 5 minutes, mais il ne reste pas. Et j'en ai un qui est mort à 53 ans du cancer des 2 poumons et du cancer des os. Oui, j'étais 2 fois en Espagne. Ben, j'aurais voulu être infirmière, mais ma grand-mère ne voulait pas. Parce que j'étais vieillie par ma grand-mère, elle ne voulait pas. Je n'entends plus qu'une chose. Qu'on vienne me chercher. J'ai une très mauvaise santé. J'ai été opérée 73 fois. Ben, que je les aime, que je pense beaucoup à eux. Mes filles, la même chose, je les adore. Parce qu'il y a 6-7 mois, j'étais à l'amour, là, que j'étais dans le coma. Et je les remercie d'avoir été là quand je me suis réveillée du coma. Aujourd'hui, elle vit en maison de repos. Au début, elle ne savait pas comment il fallait vivre ici. Puis elle a observé les autres, doucement. Et malgré tout ce qu'elle a traversé, ce sont encore ses enfants dont elle parle avec le plus d'émotion. Mes filles, je les adore, dit-elle. Et dans ses yeux, il y a cette fatigue immense, mais aussi quelque chose qui ressemble encore à de la tendresse. Guy raconte sa vie comme on ouvre un vieux journal, page après page, avec des machines, des rencontres, des coups du sort, et toujours cette humeur qui tient debout. À la sortie de l'école, sa mère lui donne une consigne simple. Pour le 1er septembre, il faut trouver du travail. Alors il trouve. Il passe par l'école technique, puis entre chez Marabout dans les années 50. Un peu par chance, dit-il. Un jeune part au service militaire, une place se libère, et Guy commence. Chez Marabout, il découvre l'imprimerie, les machines, le rythme, le bruit, la précision. Il apprend vite. Il passe d'une machine à l'autre jusqu'à cette fameuse rotative offset, impressionnante, épuisante, presque trop lourde pour un homme seul. Mais Guy avance. Travailler dans l'imprimerie. Mais je n'ai pas, oui, je n'ai pas commencé là. Je veux dire, après mes 2 mois de congé, après la scolarité, 6e année, sorti, non, pas joli. J'ai fait 2 ans à l'école technique. Alors quand je suis sorti de l'école technique, j'avais toujours pas réussi quoi que ce soit. Ma mère m'a dit, t'es en vacances, il faut que le 1er septembre, tu trouves un travail. Joli, les mecs, nous étions en 53. Et je savais qu'effectivement, le 1er septembre, j'avais trouvé un job dans la rue, nous habitions rue Neuve, en chaussures, chez Roufos. J'ai travaillé là pendant tout un temps. Et puis, j'avais un cousin, M. Renders, qui travaillait chez Marabout, comme commercial. Et il vient un jour à la maison, parce qu'il était souvent, avec mon père, on discutait souvent ensemble. Il dit, j'ai peut-être une place pour ton fils, chez Marabout. Ah oui, alors présente-toi et tu verras un petit peu si il est nécessaire de trouver. Alors je me présente chez Marabout, c'était en 54, oui. Et justement, je tombe à un coup de bol, il y avait un garçon qui allait faire son service militaire. Donc à ce moment-là, c'était une chose standard. Donc lui partait à l'armée, moi j'avais sa place et j'ai commencé chez Marabout. Nous étions 400 à un moment donné. C'était terrible comme ça marchait. Et alors bon, j'ai continué là jusqu'en 70. Et en 70, à ce moment-là, ça n'allait plus, ça n'allait plus tellement bien. J'avais fait toutes les machines possibles et imaginables. André Gérard, mon patron, m'a laissé faire, parce que j'avais un dos pour aller vite dans les machines. Je comprenais très vite. Pas que j'étais plus intelligent qu'un autre, puisque je n'avais pas fait une scolarité énorme. Mais je sais pas, je saturais. Et comme l'année précédente, il avait acheté une nouvelle machine, une rotative offset, et on m'avait convoqué pour aller une semaine en Allemagne, à Wolfsburg, pour voir la rotative offset qu'il voulait acheter. Nous voilà partis là une semaine, nous avons été écoliers pendant une semaine, et je suis revenu. Alors j'ai commencé sur cette rotative-là, mais il était trop fatigant, c'était une machine terrible. On travaillait à 5, mais quand on a fait une journée, on était sur les genoux. Mon beau-père vient un jour là qui me dit, toi dis-tu là ici? Tandis que là, ne durera pas un an ici dessus. Effectivement, un an après, j'étais. Je me dis, il va trouver quelque chose. Et justement, chez Marabout, il y a un bonhomme qui étudiait, qui lisait le journal, et une place se fait. On demandait un conducteur d'offset au journal Le Jour. Au journal Le Jour. Parce que j'allais trouver, voilà. Je me présente avec mon curé qui l'a invité.
M. Hermont dit, il fait un loupard. Ben, j'ai dit oui, jusqu'à maintenant, ça va. Est-ce que vous êtes en même, dit-il ainsi, de fonder une société? C'était pas envisagé pour moi, un travailleur, une société. Si, dit-il ainsi, nous voyons bien, dit-il, M. Hermont, fonder la société Sauvé, société verviétoise d'imprimerie, qui ferait, dit-il ainsi, des travaux de la ville. Oui, parce que le jour, donc c'est le journal, mais je ne sais pas faire des factures, des mémos, des entêtes, vous savez, les petits travaux qu'on fait pour les travailleurs, pour les petites sociétés annexes qu'on fait. Les affiches et tout ce qui sort, cartes de visite et tout ça. Et j'ai commencé la société là. Et alors j'ai eu un premier, un deuxième, un troisième ouvrier. Et on avait fondé la société Sauvé. Et un petit peu après, M. Hermont qui dit, il faudrait, dit-il ainsi, qu'on va faire un système de TV jour. On va faire le TV jour. Et on va faire le TV jour. Au départ, c'était une annexe au journal qui donnait gratuitement, mais alors après, on a fait un TV jour traditionnel qu'on vendait. Et ça tournait bien, c'est vrai, donc il faut faire ça, d'autres travaux. Mais malheureusement, en 86, boum badaboum, journal le jour, fini, terminé, goodbye. Faillite. Plus tard, il rejoint la société verviétoise d'imprimerie. Les factures, les cartes de visite, les affiches, les petits travaux pour les entreprises. Puis l'aventure grandit. Des ouvriers, des projets, un journal, une vie professionnelle qui tourne à plein régime. Et moi, alors, je me retrouve alors au chômage. Chômé, moi, pas question. Et 13 jours calendrier après, non, pas 13 jours, une dizaine de jours après, un coup de téléphone. Je rentre à la maison, ma femme m'a dit, t'as eu un coup de fil, de kilos, de M. Gillet. M. Gillet, non, mais moi, M. Gillet. Alors j'ai dit, ah oui, je pense que je l'ai vu un jour avec M. Hermont, chez nous, au journal Le Jour. C'était un commercial, mais qui était un petit peu itinérant, il n'était pas en permanence chez nous, mais enfin, il faisait un petit peu les deux. Et je téléphone alors, je dis, bonjour, M. Gillet. Voilà, il me dit au bout du fil, tu ne me reconnais pas? C'est vrai tout ça, je dis. Si, elle dit, là, je suis venu un jour, et à ce moment-là, c'est vrai, la connexion se fait. Et ça vu à qui c'était? Le père de Marie Gillet, l'actrice de cinéma, Philippe Gillet, que vous connaissez ça bien. Non, il a encore tourné un film dernièrement. J'ai dit, oui, monsieur Philippe, appelle-moi Philippe. J'ai dit, oui, mais on ne se connaît pas des masses. Je dis, ça va. J'ai un emploi pour toi. Je dis, oui. C'est vrai, présente-toi, dit-il ainsi, chez les chauffiers à Stavelot. Il y a on a un conducteur d'enceinte. Alors, 13 jours calendrier après, j'étais là aussi, j'ai chauffé. Non, l'aîné est décédé, l'autre, il est dans la nature, et la troisième, c'est ma fille. Voilà. Le seul voyage que j'ai fait, c'est en 69 à Rissimo, en Italie. C'est l'année où Merckx a gagné le Tour de France en surclassement, et les Américains ont marché sur l'année de 69. J'étais là-bas, 19 jours sans un nuage. Tous les jours que je me levais, je regardais des nuages un jour. Il a fallu que je revienne de venir en Suisse pour en trouver des nuages. Autrement, j'en ai plus. Et puis, comme souvent dans une vie, il y a des boum badaboum. La faillite, le vide, et puis un coup de téléphone, une nouvelle piste, un nouveau départ. Guy a aussi une mémoire pleine de détails. L'Italie en 69, Merckx qui gagne le Tour, les Américains qui marchent sur la Lune. 19 jours de soleil sans un nuage. Il raconte ça comme si c'était hier. Il aime la musique américaine, les sorties, les spectacles, les petits moments qui rendent la vie plus légère. Avant, oui, je suis en permanence avec 21, Radio 21, toute la musique américaine. Oh, pas nécessairement, ils sont toujours là. Pour le moment, il y a de tout beau. Hein. Et chez nous, c'est pas tellement évident. Il y a une fille qui est très bien pour un petit Varro. Hein, vous connaissez? Non. Hein. Oui, une année, nous avions été même avec mon épouse au festival à Spa. Il savait bien que cette année-là, on nous avait demandé, nous, à l'imprimerie chauffée, de faire les tickets d'entrée et les roulettes pour le boisseau. J'ai au prix de quoi? On en a bien profité. On est allé là gratuitement jusqu'au bien jour, et on a, qu'est-ce qu'on a? Étant d'une humeur un petit peu bizarroïde, je me plais dans tout, je m'amuse avec tout. Et je ne sais pas, j'ai une vie un petit peu, pas dissolue, mais faite plutôt de rigolade qu'autre chose. Le sérieux, attention, c'est du sérieux aussi malgré tout, parce que
je ne dis pas ça, mais je ne sais pas. La vie, c'est quelque chose de merveilleux. Je la prends à plein au quotidien, ah oui, c'est ça. Je me lève le matin de bonne humeur. Je ne me souviens pas de m'être levé de mauvaise humeur. Non, de bonne humeur, c'est quelque chose de... Non. Les journées passent plus vite ainsi. Mais surtout, Guy a gardé une chose rare, la bonne humeur. Il dit qu'il se plaît dans tout, qu'il s'amuse avec tout, que la vie a quelque chose de merveilleux. Et cette phrase chez lui ne sonne pas comme une formule. Elle ressemble plutôt à une manière de tenir le monde par le bon côté. Guy ne se souvient pas s'être levé de mauvaise humeur. À 88 ans, avouons-le, c'est presque une performance olympique. Michel parle d'autonomie, pas comme d'un grand mot de brochure, comme d'un combat quotidien. Elle n'a pas vraiment voulu travailler en atelier protégé. Elle a préféré le bénévolat. À l'hôpital, elle portait des papiers, faisait des petites courses, rendait service. Des gestes simples, mais importants. Ah, moi, je n'ai fait que du bénévolat. Parce que j'avais pas très envie de travailler dans un atelier protégé. J'en ai fait une fois, mais je ne suis pas restée très longtemps là-bas. J'ai travaillé un peu à l'hôpital, au CRF, pour porter les papiers à gauche, à droite, faire des petites courses. Et puis, en 2018, j'ai perdu mon papa. Et alors, j'ai fait une dépression, donc je suis partie quelque temps pour me soigner. Et puis, maman, elle habite à Gorchin, au Bonnet, dans son petit appartement. Je vais aller la voir tantôt. Et je fais partie du mouvement Personnes d'abord rue de Rome depuis 2018. C'est une association qu'on veut avoir, et nous, comme tout le monde, et qu'on fasse tout, qu'on décide, comment je vais expliquer, qu'on décide qu'on nous laisse vivre comme tout le monde. Puis en 2018, elle perd son papa. Une dépression suit. Il faut partir un temps, se soigner, se reconstruire. Aujourd'hui, Michel avance autrement. Elle fait partie du mouvement Personnes d'abord, un mouvement qui porte une idée essentielle. Vivre comme tout le monde, décider, choisir, exister pleinement. Car longtemps, Michel s'est senti enfermé dans une place qui n'était pas la sienne. À 21 ans, elle voyait ses frères et sœurs devenir adultes, vivre leur vie. Et elle, dit-elle, restait comme une petite fille à la maison. Son père décidait pour elle. Alors elle a dû apprendre, peu à peu, à se déplacer, à rejoindre ses amis, à circuler dans son quartier, à faire des choses qu'on lui refusait. Et maintenant, elle pose des gestes qui peuvent sembler ordinaires, mais qui sont immenses. Préparer une soupe, mettre la table, aider sa maman. Pour elle, c'est plus qu'un repas, c'est une preuve. Moi aussi, je peux être une femme. C'est la petite brochure qu'on a faite pour les 50 ans du mouvement en septembre 2025. Et ça raconte mon histoire, de ce qui s'est passé dans ma jeunesse. Et voilà. Ma vie de femme. Ma vie de femme. Quand j'ai eu 21 ans. Quand j'ai vu ma famille, mes frères, mes sœurs vivre leur vie de femme, d'homme, moi, j'étais comme une petite fille dans ma maison. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien décider. C'est papa qui décidait pour moi. Quand j'ai commencé à faire le premier cours de locomotion à mes 25 ans, pour avoir mon autonomie, pour circuler, pour aller sur Liège, voir mes amis, pour aller dans les environs de Verviers, trouver mes amis aux alentours, pouvoir faire la cuisine
dans la maison que je ne pouvais pas faire parce que papa m'en empêchait. Maintenant, je peux commencer à réaliser. Hier, j'ai fait ma première soupe pour aider maman, pour lui faire une petite avance. J'ai mis la table pour le souper. J'ai fait aussi des choses inhabituelles pour prouver que je peux, moi aussi, être une femme. Je prépare ma route pour vivre ma vie de femme. Michel Donnet. On est comme une grande famille. Hein? Nous avons donné une pièce de théâtre en 2024, 28 février, à l'espace d'Ulbert sur les gens qui quittent leur pays pour avoir une vie meilleure. Et nous allons la redonner au mois de décembre. Je suis celle qui donne l'espoir sur le bateau. Alors je raconte les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça m'apporte? De partager avec tous mes amis, ma famille, et puis faire découvrir ça aux gens qui ne comprennent pas toujours que nous, on veut vivre, malgré notre handicap, vivre comme tout le monde, comme vous, vous conduisez votre voiture, vous faites un petit voyage, et beaucoup d'autres choses que moi je ne sais pas faire et que je fais d'autres choses merveilleuses. Oh, je vais me remettre à faire sur des toiles avec des marqueurs spéciaux. Michel parle aussi d'espoir. Dans un spectacle, elle incarne celle qui apporte les couleurs de l'arc-en-ciel. Et cela lui ressemble bien. Parce qu'elle veut montrer que malgré le handicap, il y a une vie, des envies, des talents, des chemins différents, mais tout aussi précieux. Elle ne conduit peut-être pas, elle ne voyage peut-être pas comme d'autres, mais elle crée, elle partage, elle avance. Et bientôt, elle reprendra ses toiles avec ses marqueurs spéciaux. Comme si, après tout ce qu'on lui avait interdit, elle décide enfin de remettre de la couleur dans sa propre vie. Josiane parle comme certaines villes anciennes, franchement, sans détour, avec des mots parfois rugueux, mais un cœur immense derrière les défenses. Elle a été concierge à l'électricité industrielle belge à la Brouck. Concierge jour et nuit. Une vie entière passée à surveiller, accueillir, tenir debout. Et puis, 3 semaines après leur arrivée là-bas, son mari est tombé mort. Les ouvriers ont demandé qu'elle reste, alors elle est restée 30 ans. Mais il faut avoir de l'autorité, dit-elle avec ce regard qui ne baisse pas facilement. J'ai été la concierge de l'EIB, l'électricité industrielle belge à la Pisserolles. Mais 24 heures sur 24, concierge. J'ai perdu mon mari. Comme il y avait 3 petites semaines qu'on était là, il est tombé mort. Mais les ouvriers et le personnel employé a voulu qu'on me garde. J'ai resté 30 ans. Mais il faut avoir l'autorité. Ça montre ce que je suis. Une enfant envers les animaux. C'est les seuls qu'on n'ait pas trahi. Sérieux envers les humains. Moi, j'ai toujours eu des animaux. J'ai été une enfant battue et de parents quittés. Alors, vous voyez, Qu'est-ce que vous avez eu comme animal? l'amour que j'avais en trop que je n'ai pas eu enfant, c'est les bêtes qui l'ont eu. Puisque mon mari était mort, c'était mieux. Oui, qui malheureusement a fait une embolie et est paralysé. Il est dans un home, il a 60 ans. Voilà, la vie d'une disonneuse, d'une verviétoise plutôt. Je suis né, si vous savez où c'est la gare de l'Ouest, à Verviers. Eh bien, en face, il y avait une petite maternité. Je suis né là. Josiane aime les animaux depuis toujours. Peut-être parce qu'ils lui ont donné cette tendresse qu'elle n'avait pas reçue enfant. Elle le dit sans chercher à attendrir. Elle était une enfant battue, une enfant de parents séparés. Alors l'amour qu'elle portait en elle, ce sont les bêtes qui l'ont reçu. Elle parle aussi de son fils, paralysé après une embolie. Elle en parle simplement, presque sans plainte. Comme si la vie lui avait appris depuis longtemps qu'il fallait continuer malgré tout.
Josiane est une vraie verviétoise, une femme directe, pas du genre à se jeter au cou des gens pour faire semblant. On dit que je suis dure, mais je ne suis pas froide. Elle préfère la vérité aux grands discours, et elle préfère encore les animaux aux hommes, dont elle dit qu'il fallait parfois s'en écarter. Mais est-ce un psychiatre que je suis venu voir ou un photographe? Je ne veux pas parce que je veux bien, et ça me fait plaisir qu'on puisse. Il y en a qui disent que je suis dure et froide. Non, je ne suis pas froide, mais moi je ne me porte pas au cou de tout le monde. Parce que alors tu as un nom, monsieur, hein? D'une coureuse, d'une, comme va le dire à Verviers, de Pouffiat. On dit ça, Pouffiat, hein? Ah ben oui, mais vous aurez une qui vous parle franchement comme une verviétoise. Mais une madame Jean Pouverte, je suis allé en Espagne, mais pas dans le sud, hein, parce que là, c'est des fous, on ne dort pas là, hein, la nuit. Et je suis allé dans le nord. Oui, j'ai voyagé quand même, mais avec toujours des autres personnes, puisque mon mari n'était plus là. Mais je ne voyais qu'une chose, revenir. S'il m'arrivait quelque chose, je dis toujours, je veux mourir chez moi, à 10 ans au Verviers. Ah oui, je veux qu'on m'enterre, moi, où j'ai vécu. Je connais mieux les siècles, les hommes. Parce que les hommes, il fallait s'en écarter, hein, quand j'avais 40 ans. J'avais des cheveux jusque-là, tout ondulé naturel. Et c'est les peines que le docteur m'a dit. C'est spécialiste qui m'ont fait perdre les cheveux. Et depuis, je n'en ai plus. Enfin, il n'y a plus personne à plaire que moi-même. Et je me plais encore. Parce que j'ai déjà été photographié, ainsi ça a passé sur la quinzaine. Comme je venais d'un établissement, une grosse boîte, comme on dit, l'électricité industrielle, eh bien, j'étais un appât pour eux, hein, pour les journalistes. Ils m'ont dit interviewer, mais ils ont été remis quand ils ont été trop loin, au pied du mur. Ah, j'aime bien l'opéra aussi. Hein? Voilà. Aussi, les jeunes, j'aime bien les jeunes. Hein? La vie m'a appris à être modeste, si on peut dire, et ne jamais vouloir plus que ce qu'on sait avoir. C'est pas une sagesse. Je ne jalouse pas, mettons, une dame que je connais qui va venir avec un beau manteau de fourrure, ben tant mieux pour elle. Non. On n'est pas la jalousie, moi. On ne vit pas quand on est jaloux. On crève. Pourtant, derrière la carapace, il y a une femme qui aime l'opéra, les jeunes, les voyages dans le nord de l'Espagne, les belles conversations et les souvenirs d'une ville où elle veut reposer un jour. Et puis il y a cette phrase, peut-être la plus importante. La vie m'a appris à ne jamais vouloir plus que ce qu'on vous sert. Pas de jalousie, pas d'envie. Parce que, dit-elle, quand on vit de la jalousie, on ne vit pas, on crève. Jean-Marie et Madeleine se sont mariés en 1983. Un deuxième mariage pour chacun. 2 vies déjà commencées, 2 chemins déjà cabossés, puis une rencontre. Au début, il y a une invitation à danser. Jean-Marie l'avoue avec un sourire. Il l'a dragué un petit peu. Nous sommes mariés en 83. Un deuxième mariage chacun. On a d'abord divorcé, tous les deux. Et puis on s'est rencontrés, on s'est mariés. Mon mari avait 2 enfants, moi je n'en avais 2 garçons qui ont plus de 50 ans. 57 et 53. 4 petits-enfants. Ben, elle n'en a pas voulu parce qu'on en avait déjà 2, quoi. Et puis moi j'avais 41 ans, j'étais un peu âgée. Et comme c'est une mère exemplaire, elle voulait s'occuper de 2 miens. Et elle avait peur qu'avec elle,
il y aurait, Il y aurait eu des problèmes. bien que je ne le crois pas, hein. Ils avaient 8 et 11 ans quand je les ai connus. Ben, on est parti en vacances avec eux. Oh oui, hein, on a fait des voyages. Ah, nous avons fait en 2002 une croisière dans la Méditerranée. Ah oui. Et puis le frère de mon mari avait une villa à la Côte d'Azur, aux Issambres. Alors on descendait presque chaque année aux Issambres. Presque un mois. Hein. Puis oui, quand tu es avec congé, parce que... Alors on allait à la montagne aussi l'hiver. Parce que les garçons adoraient skier. Parce que ma soeur avait un appartement. À Avoriaz, oui. On allait à Avoriaz, on est allé en France, un peu dans toute la France. Oui, on a bien voyagé. Et on est allé surtout chez le restaurateur. Là. Ah oui, chez Philippe. Chez Philippe. C'était dans le Périgord. Un Périgord extraordinaire. Et c'était une ferme, une grosse ferme. Et il faisait des tables d'hôtes. Tables d'hôtes, oui. Puis à la mer du Nord, on voyageait quand même beaucoup. Mon mari aimait bien conduire et on voyageait quand même beaucoup. Madeleine, elle, vivait encore avec sa belle-mère. Elle pensait ne jamais pouvoir la quitter. Mais Jean-Marie n'a pas perdu espoir. Ils se sont trouvés autour de valeurs simples. La confiance, l'amour, des points communs. Et puis il y avait les enfants. Jean-Marie avait 2 garçons. Madeleine les a accueillis comme les siens. Elle les a élevés, accompagnés, aimés, à tel point que Jean-Marie le dit avec tendresse. Pour finir, c'était elle qui comptait le plus à leurs yeux. Madeleine aurait aimé avoir des enfants. La vie ne lui en avait pas donné jusque-là. Alors ces 2 garçons sont devenus une chance, une famille, une forme de bonheur. Ils ont aussi beaucoup voyagé. La Côte d'Azur, les Issambres, la montagne en hiver, la France, le Périgord, la mer du Nord, une croisière en Méditerranée. Jean-Marie aimait conduire. Alors il partait. Madeleine a travaillé 44 ans comme secrétaire, dont 25 ans à la compagnie de la laine à Verviers, puis dans un service médical. Jean-Marie, lui, vient du monde du transport. Le lait, les camions, l'entreprise familiale, puis la route. Il a commencé comme chauffeur, dans une vie où l'on apprenait tôt à travailler sérieusement. Moi, j'ai été 44 ans secrétaire, 25 ans chez un lainier, au temps de la laine à Verviers, 25 ans, et puis 19 ans dans un service médical, la médecine du travail. Et moi, mon père était transporteur, enfin, il vendait le lait de laiterie à des colporteurs. On a commencé comme ça. Et puis mon frère aîné qui avait fait des études d'ingénieur agronome, on lui a demandé d'être directeur à Etterley. Et Etterley a commencé la bouteille avec le lait stérile, quoi. Hein. Un lait en bouteille. Alors comme on était dans les camions et tout ça, ben, il a demandé à mon père pour être transporteur, parce que le métier de commerce de lait était tombé presque à zéro, hein, avec la bouteille. Ce n'était plus de lait frais qu'on servait à la cruche, aux particuliers. Hein. À la place de prendre 1 litre de lait, ils prenaient 10 bouteilles. Hein. Et alors... il a roulé 15 ans, et puis il est devenu gérant alors de la société Translac. Oui, j'étais chauffeur. J'ai commencé comme chauffeur parce que tout jeune, on était là-dedans. Et mon père voulait absolument qu'on ait un diplôme avant de conduire un camion. Mais moi, la moto, moi. Hein. La moto qu'il a fait. La moto, parce que c'était mécanique. Parce que quand je l'ai vu la première fois, je l'ai quand même dragué un petit peu. Donc je l'ai invité à danser. Et alors je lui parle, tiens, on continuera un petit peu amicalement, en pensant naturellement au conclure. Là, qu'elle m'a dit, je ne saurais jamais quitter ma belle-mère. Bah, ça, c'était le coup de bonus.
qu'elle dit je ne saurais pas quitter mon mari. Non, je n'étais pas mon mari. Il n'était jamais là. Sa belle-mère. Je vivais avec ma belle-mère, c'est vrai. J'étais bien avec elle. Mais je n'ai pas perdu espoir. Je me suis tenu. La confiance, l'amour, le fait qu'on a beaucoup de points communs. Il fallait connaître Madeleine. Hein. C'était à un niveau supérieur. Non. Bah, si. Enfin, au niveau femme de ménage, au niveau les enfants. Hein. Oui, oui. Elle a pris mes 2 enfants, qui n'étaient pas si âgés que ça. Pour finir, je ne savais plus rien leur dire. Hein. C'était Madeleine. Enfin, moi, je n'existais plus. Moi, non. Elle les a vraiment élevés comme s'ils étaient ses propres enfants. Ben oui, j'en aurais bien voulu, mais mon premier mari n'en voulait absolument pas, lui. Il n'était jamais là, d'ailleurs. Il était alcoolique, Et alors, quand j'ai connu les garçons, moi, j'étais contente, j'étais heureuse. La vie. La vie nous a travaillé. Ouais. Avec mon père, il ne faut pas rigoler. Hein. Oh, super. Ah. Super. Nous sommes enchantés. Je ne serais pas trouvé mieux. Ah non, nous sommes comme des petits copains. Toutes ces dames-là qui nous promènent, qui s'occupent de nous, c'est formidable. Et puis surtout l'ambiance humaine. Oui. Hein. Quand on voit les ergots, je sais bien, elles sont là, et je n'ai pas peur de le dire. Vraiment, à notre écoute, le moindre bruit, hop. Encore hier après-midi, on a passé un après-midi formidable. On était un beau petit groupe, là, le petit groupe que nous sommes, et on a vraiment beaucoup de plaisir. Oh oui. Aujourd'hui, ils sont ici ensemble, et ils parlent de la maison avec gratitude, des personnes qui les accompagnent, de l'attention, de l'ambiance, des petits moments partagés. Ils disent qu'ils sont comme des petits copains. Après tant d'années, tant de routes, tant de responsabilités, il reste entre eux cette complicité simple, celle de 2 êtres qui se sont choisis une 2e fois dans la vie et qui ont eu raison. Janine a d'abord travaillé dans le textile. Puis, quand le textile a décliné, elle est entrée au Châtelet comme femme d'ouvrage. Elle connaissait déjà le lieu. Alors, quand il a fallu venir ici, cela s'est fait plus facilement, comme si le décor lui était déjà un peu familier. Janine a 4 garçons, 7 petits-enfants. Elle les voit quand ils peuvent. Elle le dit sans amertume. Ce sont des garçons, ils sont occupés. Mais ils reviennent quand il faut. Et puis il y a ceux qui passent plus souvent. Une fille, une belle fille, des présences qui comptent. Oula, j'ai d'abord été dans le textile, et puis évidemment, avec le temps que le textile a dégradé, eh bien, j'ai rentré au Châtelet, comme femme d'ouvrage au Châtelet, ce qui fait que je connaissais le home. Alors, je suis venue facilement. 4 garçons. Oui, 7. Oui, 7. Oui, quand même, quand mes fils viennent, ou bien ma fille, c'est surtout chez ma filleule que je vais, hein, alors, là, je vois. Parce que mamie, eh ben, elle ne sait pas jouer aux cartes. Alors, ils sont contents, ils gagnent. Ah, voilà. Au voyager, ben, c'est assez dire que j'ai été, mais j'avais déjà passé 50 ans, oui. J'ai été pour la première fois en Autriche. Donc, passé par, d'abord, voilà que j'oublie maintenant, enfin, le chemin. J'étais en Autriche. Puis j'étais avec mon compagnon qui était autrichien, lui. Alors, évidemment, il savait quoi me montrer. Oui, ben, c'est le seul que j'ai fait de ma vie. À part d'aller à la mer ou quoi, ici en Belgique, évidemment, hein, quand même. Mais j'ai été beaucoup en pension, avec des religieux, des cornettes. Oui, ça oui. Ah oui, ça j'aime bien. Oui, je chante toute seule, moi. Mais les vieux morceaux, pour le moment, j'en ai une en tête, elle revient tout le temps. Elle a un peu voyagé, un grand voyage surtout. L'Autriche avec son compagnon autrichien. Il savait quoi lui montrer. Alors ce pays-là est resté comme une image particulière dans sa mémoire.
Janine aime chanter, toute seule parfois, des vieux morceaux, ceux qui viennent de sa maman. Et quand elle chante, quelque chose s'ouvre. Une chanson d'amour, des mensonges, de retour impossible. Elle sourit, mais derrière les paroles, il y a quelqu'un qui est parti. Sinon, je ne serais pas ici, dit-elle. Si tu reviens, sauras-tu demander pardon? Me donneras-tu la raison pour laquelle tu t'en allas? Je sais trop bien que tous les mots n'y pourront rien. Qu'importe si tu reviens pas, si tu reviens, redis-moi tes mensonges. Tu sais si bien les mots que mon cœur même y prend plaisir. Avec toi, lentement je me plonge dans un bonheur facile qui suffit à m'étourdir. Et ma nuit disparaît comme un songe dans un brûlant désir qui ne devrait jamais finir. Redis-moi tes mensonges, toi qui sais bien les mots qu'il faut pour m'endormir. Bravo! Hey, vous chantez bien! Non, mais ça vient de ma maman. Mais ça me fait mal aussi. Parce que je pense à quelqu'un à ce moment-là. Enfin, s'il n'était pas parti, je ne serais pas ici. Oh, ben, toi, quand on s'amusait, oui, moi je rigolotais, moi, oui. C'est peut-être les grimaces sont plus belles, et puis écoute, on n'est pas ici pour pleurer, hein. Quand je pleure, c'est quand je suis toute seule, alors c'est quand j'ai quelque chose qui me mord. Et puis ça passe après. Il y a des fois qu'il faut, ouais, lâcher un peu les écluses. Ben, mon compagnon, mes enfants, de temps en temps, parce que bon, je ne veux pas les dénigrer, mais c'est des garçons, c'est pas des filles, hein. Ils sont occupés, hein. Oui. Mais aussi bien retrouver maman quand il faut, mais enfin. Et c'est drôle, voilà, par exemple, j'ai Michel qui vient souvent, hein. Mon beau-frère a eu 5 filles, lui, hein. Donc, j'ai quand même une fille qui vient souvent. Elle vient plus que mes fils. Voyager peut-être un peu, parce que j'ai quand même été en Autriche, hein. C'est peut-être le gros défaut que j'ai, oui, je suis curieux. Pas d'aller voir chez les gens, hein, mais pour l'extérieur. Ben oui, celui qui n'est pas curieux ne sait rien. Qu'est-ce qu'elle m'a appris la vie, hein? Avec les béguines pour démarrer, elle m'a appris qu'on ne peut compter sur soi-même, voilà. En faisant plaisir aussi aux autres quand même. Pas être aigre, non. Le sourire, toujours sourire et ne rien dire, comme dans la chanson. Oui, j'avais des poules. Parce qu'il faut que je me les mette. J'avais la volière avec des canaris, enfin toutes sortes d'oiseaux. J'avais mon petit bac avec les poissons. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ben, mon chien, mon chat, et évidemment. Chez Janine, la tristesse ne prend pas toute la place. Elle rit, elle fait des grimaces. Elle dit qu'on n'est pas ici pour pleurer. Quand elle pleure, c'est seule. Quand quelque chose manque trop. Et puis ça passe. Il faut parfois lâcher les écluses. Elle parle aussi de curiosité. Pas la curiosité d'aller fouiller chez les autres, mais celle de regarder le monde, d'avoir envie de savoir. Celui qui n'est pas curieux ne fait rien, dit-elle. La vie lui a appris à compter sur elle-même, à faire plaisir aux autres aussi, à ne pas devenir aigre, sourire, toujours sourire, et ne rien dire, comme dans une chanson. Janine, c'est une femme qui aime les animaux, les oiseaux, les poissons, le chien, le chat, une femme de travail, de musique, de pudeur, une femme qui garde ses blessures pour elle, mais offre encore son sourire aux autres.
dans les couloirs lents. Un bonjour prudent, des mains qui rassurent. Le jour se recouvre, des photos s'ouvraient, un rire revient sous la peau qui tient, battue des saisons. Chaque visage est une étoile dans la nuit du temps. Nos mains qui se trouvent font des constellations. Vos histoires dévoilent des soleils vivants. Ensemble nous levons le ciel, les visages du temps. Sur les paupières, métier, chanson, montagne, mer, éclair, promesse tenue, un parfum d'album. Sans genier ni clé, un simple je suis là et tout sera lu. Chaque visage est une étoile dans la nuit du temps. Nos mains qui se trouvent font des constellations. Vos histoires dévoilent des soleils vivants. Ensemble nous levons le ciel, les visages du temps. Si le sable emportait quelques prénoms cherchés, reste la lumière des portes ouvertes, un regard, un sourire et la danse revient. Dans l'ombre se pose une braise de plume. Chaque visage est une étoile dans la nuit du temps. Nos mains qui se trouvent font des constellations. Vos histoires dévoilent des soleils vivants. Ensemble nous levons le ciel, les visages éteints. Je te vois, ta vie compte. Nos lumières font un ciel. Ce ne sont pas des adieux, seulement des merci. Merci pour la confiance, les rires revenus, les larmes apprivoisées. Je repars avec des phrases dans les poches et des visages qui regardent encore. Si un livre naît, si des images s'accrochent sur des murs, que la couleur prolonge la présence et que le noir et blanc garde le secret. Le temps passe et nous laisse ceci, un prénom, un geste, une lumière. Les visages du temps, une manière de tenir la main et d'apprendre ensemble à vieillir en beauté.